On y est. Imaginons un peu le tableau. Un homme seul, face à une montagne institutionnelle et tactique. À l'aube de cette Coupe du Monde 2026, l'équipe de Tunisie traverse l'une des zones de turbulence les plus intenses de son histoire récente. Au cœur du cyclone, on retrouve Sabri Lamouchi. Il débarque pour moderniser le jeu, sauf qu'il se retrouve à livrer bataille sur deux fronts. Sur le gazon, face à des adversaires redoutables, mais aussi dans les couloirs obscurs de la fédération. Dans notre décryptage d'aujourd'hui, on va analyser ce choc frontal. D'un côté, l'ambition sportive pure, de l'autre, les rouages d'un système profondément verrouillé. Alors, pour bien comprendre ce qui se trame, il faut absolument garder ce chiffre en tête. 10 950 $. Ce n'est pas le salaire d'un joueur, ni le prix d'un billet en loge VIP. Non, c'est la prime journalière versée rubis sur l'ongle par la FIFA à chaque club qui met un joueur à disposition pendant le mondial. Et croyez-le bien, c'est exactement ce moteur financier, ultra discret mais surpuissant, qui fait tourner toute la mécanique politique de la Fédération tunisienne de football. Gardons bien ce pactole en tête, parce qu'il va expliquer une énorme partie des décisions qui vont suivre. Acte 1. La rupture, ou devrais-je dire le choc tactique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Début 2026, après le fiasco de la CAN, Lamouchi pose ses valises et là, c'est l'onde de choc. On ne parle pas d'une petite transition en douceur, ah non, c'est une vraie rupture brutale. D'un côté, on a l'ancienne garde, les intouchables. Youssef Missakni, Ferjani Sassi, Halima Aloul, Yassine Meria. Des tauliers qui ont porté l'équipe pendant des années. Mais voilà, Lamouchi tranche. Ça manque cruellement de mobilité pour le très haut niveau actuel. Et de l'autre côté, il propulse une nouvelle garde. Des jeunes, biberonnés à l'intensité européenne, mais qui n'ont absolument aucune histoire commune. Autant dire que l'éviction des cadres, ça a été perçu comme un véritable séisme au pays. Mais là où ça coince, c'est que cette grande lessive manque un peu de logique. On veut rajeunir, d'accord, mais alors pourquoi conserver Dylan Brown, un défenseur qui manque clairement de rythme, et écarter complètement un profil comme Ferjani Sassi? C'est là que les incohérences s'empilent, et ça prend une toute autre dimension quand on lit l'enquête d'Intifada. Le média révèle que Lamouchi aurait appelé Sassi en personne pour lui promettre non seulement une place, mais carrément le brassard de capitaine, juste avant de le rayer définitivement de la carte. Totalement incompréhensible. Et pourtant, sur le terrain, le Paris commence à montrer des signes de vie. Prenons la victoire 1-0 contre Haïti en match amical. La réalité du rectangle vert a tarlé et le constat des observateurs a été très clair. L'équipe a su se montrer créative, dynamique et surtout, l'absence de Youssef Msakni, le leader historique de l'animation offensive, ne s'est pas fait ressentir. Pas une seule seconde. Ce match a prouvé qu'un collectif bien huilé pouvait totalement exister sans dépendre des éclairs de génie d'un seul joueur. Ce qui nous amène à l'acte 2, le pari de la diaspora. Un coup de poker hyper risqué. Et ça illustre parfaitement la nouvelle stratégie du sélectionneur. Pour pallier le vide laissé par les anciens, il décide de miser gros sur la diaspora, en intégrant en urgence des joueurs nés ou formés en Europe. Regardons un peu ses profils. Ismaël Garbi, 21 ans, formé au PSG. Impact immédiat, première titularisation face à Haïti et boum, passe décisive. Avec lui, on a Khalil Ayari, un attaquant techniquement très fin, même s'il court encore après du temps de jeu chez les pros. Et pour équilibrer tout ça, Rani Khedira, 32 ans, censé être l'ancre défensif qui amène la rigueur brute de la Bundesliga allemande. Bon, on ne va pas se mentir, l'intégration de Rani Khedira divise profondément. En 2018, il dit non publiquement à la Tunisie. L'argument ? Il ne se sent pas attaché au pays, il ne parle pas la langue. Très bien. Mais là, à 3 mois de la Coupe du Monde 2026, revirement de situation, il accepte la convocation. Forcément, dans l'opinion publique, les accusations d'opportunisme fusent. Mais d'un point de vue purement tactique et pragmatique, sa puissance athlétique au milieu de terrain, c'est exactement ce dont l'équipe avait besoin. Mais cette gestion des binationaux apporte aussi son lot de douches froides. L'affaire Louis Ben Farhat en est la preuve parfaite. Un énorme talent de 19 ans, super attendu dans la liste. Et comment ça se termine ? Par un simple coup de fil de son père, à la dernière minute pour annuler sa venue. La réaction de Lamouchi trahit vraiment la solitude et la frustration d'un manager qui voit la situation lui échapper. Se faire planter comme ça, c'est un énorme coup de massue quand on essaye de construire un groupe soudé. On passe à l'acte 3, le bureau de l'ombre. Car oui, tout ne se joue pas sur la pelouse. Alors, le point crucial ici, c'est ce qu'a déterré Intifada. C'est là que les forces institutionnelles entrent en collision avec le sportif. On parle du fameux système des quotas de clubs. C'est une règle non écrite. En gros, pour contenter la politique locale et surtout pour s'assurer que le gâteau de la FIFA, on se rappelle des 10 950 $ par joueur, eh bien pour que ce pactole profite à tout le monde, la fédération ferait pression. Sous l'influence de dirigeants comme le vice-président Hussein Genaya, elle imposerait des joueurs issus des grands clubs tunisiens, qu'ils soient performants sur le moment ou non. Et pour vraiment réaliser la violence du truc, penchons-nous sur les gardiens. On a Ayman Damen et Sabri Ben Hassan qui sont convoqués. Parfait, ça coche la case des quotas pour le CS Faxien et l'Étoile du Sahel. Sauf que, pendant ce temps-là, Noureddin Farhati, qui sort d'une saison monumentale avec 19 matchs sans encaisser le moindre but, il reste à la maison.
complètement ignoré. C'est le parfait exemple du fossé béant entre l'ambition sportive de Lamouchi et les compromis exigés par l'institution. Face à tout ça, Intifada a recueilli des témoignages glaçants de l'intérieur de la fédération. Laissons ces mots résonner un instant. C'est l'aveu brut d'un dysfonctionnement systémique. La façade officielle a beau être reluisante, en coulisses, les vieilles habitudes ont la vie dure. Comment espérer qu'un sélectionneur bosse sereinement dans un environnement pareil? Acte 4, la réalité du terrain. Les fameuses vérités tactiques. Parce qu'à la fin de la journée, le football se joue sur l'herbe. Et les matchs amicaux en Amérique du Nord ont rendu leur verdict. Contre Haïti et le Canada, on a vu une équipe qui cherche encore son identité. Lamouchi a dû bricoler pour limiter la casse, en optant pour un bloc hyper compact en 4-2-3-1, s'appuyant lourdement sur un double pivot défensif. Alors oui, ça a bien tenu le choc défensivement contre le Canada, avec un 0-0 très solide, mais dès qu'il s'agissait de se projeter vers l'avant ou de créer du jeu, c'était la panne sèche. Une vraie galère en transition offensive. Mais attention, et c'est ce que rappelle très justement l'expert technique Gérard Buchet, il y a une vraie donnée historique avec les Aigles de Carthage. C'est une équipe qui sort souvent ses meilleures performances quand elle est dos au mur, quand personne ne l'attend, qu'elle doit enfiler le costume de l'outsider et piquer en contre-attaque. Finalement, c'est peut-être dans ce chaos offensif que réside leur meilleure arme. Regardons maintenant comment tout ça va s'articuler pour la phase de groupe, parce que le groupe F, c'est une véritable montagne. D'abord, la Suède, qui va imposer un défi physique et aérien implacable. Ensuite, le Japon, qui exigera de répondre à une discipline tactique et une endurance absolument folle. Et pour couronner le tout, les Pays-Bas. Possession de balles d'élite, transition foudroyante. Bref, pour un effectif fracturé et en pleine reconstruction, c'est un défi intimidant, voire impitoyable. Ce qui nous amène finalement à cette grande réflexion en suspens. On l'a vu, les cadres historiques sont évincés, la jeunesse de la diaspora débarque en urgence, les pressions politiques documentées par Intifada sont colossales et l'animation offensive balbutie. Au fond, l'enjeu de ce mondial 2026 pour la Tunisie, ce n'est même plus juste d'affronter le Japon ou les Pays-Bas, c'est de savoir si un sélectionneur peut, à lui seul, imposer sa révolution tactique quand le système institutionnel entier semble programmé pour la faire trébucher. C'est une collision fascinante entre le sport pur et la politique fédérale. Et le monde entier sera aux premières loges pour en voir le dénouement.